Alors, je vais débuter dès à présent. Merci pour votre présence ce midi. Merci également à la Faculté des sciences sociales et aux organisatrices de cette série de réunions pour l'invitation. Alors, pardon, je vais y aller. Je pense que le titre de la présentation annonce les couleurs de ce que je vais mentionner, donc les finances publiques au temps de la COVID. État des lieux d'abord, donc je vais présenter un état des lieux de l'impact macroéconomique de la COVID et également de son impact sur la santé financière des gouvernements. On parle du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada. Et puis, je vais proposer une série de perspectives pour l'avenir qui m'apparaissent plausibles. Euh, Ma présentation va être de type économique, dans le sens où il y a plusieurs chiffres, plusieurs graphiques qui illustrent l'évolution de certaines variables. J'espère que ce ne sera pas trop lourd j'espère que le fil narratif que moi je vois dans tout ça va transparaître. Et donc, sans plus tarder, s'il n'y a pas d'autres contre-indications des organisatrices, je vais débuter. Ce que je... Oui, bonne Oui, présentation. parfait, merci. Ce que je vais présenter pour quelqu'un qui a suivi les nouvelles économiques, les nouvelles tout court, finalement, depuis 12 mois, je ne pense pas que vous serez surpris de ce que je vais présenter. J'espère que ça vous sera utile, tout le moins, d'avoir toute cette information-là colligée ou rassemblée en un endroit. Alors, état des lieux. C'est important de mentionner et c'est important de voir à quel point les effets macroéconomiques du choc COVID représentent un choc historique sur la production et l'emploi. Et certains des graphiques que je vais vous présenter dans quelques secondes vont, je pense, rendre compte de cet effet-là. Il y a vraiment un choc historique, à tout le moins de l'ère moderne, sur la production et l'emploi. Cela dit, c'est intéressant également de voir que en fait, il y a des effets quand même relativement modestes sur d'autres aspects de l'économie. Donc, des effets modestes sur les prix, par exemple. Des effets limités, voire même positifs sur certains secteurs ou pour certains types de travailleurs, alors que d'autres secteurs, d'autres types de travailleurs ont été très affectés. Je vais également mentionner plus tard que la réponse des administrations publiques, on parle encore une fois du gouvernement fédéral surtout, mais également du gouvernement provincial, est sans précédent historique également. Donc, le mot choc historique, précédent historique revient relativement souvent, notamment de la part du gouvernement fédéral. Et donc, ça a eu un impact ou ça va avoir un impact sur les soldes budgétaires, mais également possiblement sur les coûts de financement du gouvernement, notamment des gouvernements fédéraux. Cela dit, en ce moment, donc, on a des déficits fédéral ou provincial, une dette accumulée qui sont en forte hausse. Jusqu'à présent, les coûts de financement, c'est-à-dire les taux d'intérêt auxquels les gouvernements peuvent se financer, sont ou bien à la baisse ou bien certainement sous contrôle. On met sous le moment ici, pour le moment plutôt, parce que l'avenir va peut-être changer. Ce qui a peut-être aidé cela, ce sont des interventions massives. Encore une fois, le mot historique ici fait son apparition de la Banque centrale, donc de la Banque du Canada, qui ont certainement contribué à calmer les marchés financiers et donc probablement à garder, maintenir les taux d'intérêt relativement bas. Maintenant, quelques perspectives pour l'avenir. Encore une fois, c'est du domaine de la conjecture ici. Je pense que les gouvernements vont continuer d'intervenir. Je vois peu de pression, qu'elle soit institutionnelle, qu'elle soit politique, économique, qui inciterait les gouvernements à réduire rapidement, peut-être le mot-clé ici, rapidement, toutes ces mesures de soutien-là. Et les niveaux actuels, je le mets ici en rouge pour en guise d'avertissement peut-être, les niveaux actuels des déficits et de la dette m'apparaissent gérables. C'est intéressant de mentionner également ce second point ici.
particulièrement dans l'esprit où on se trouve en ce moment avec une accélération de la troisième vague. Je vois beaucoup, en fait, d'optimisme quant à ce qui va se passer en reprise post-pandémique. Il y a certains secteurs qui vont tellement bien en ce moment, on parle de l'immobilier, où en fait, on est dans une situation où les décideurs économiques songent à freiner l'activité plutôt que la stimuler. L'économie mondiale, Chine, États-Unis est en train de se remettre et ça, pour un exportateur comme le Canada, c'est un bon signe. Ça va donc fort probablement stimuler l'activité économique dans les prochains mois. Pour aller dans l'optimisme, certains observateurs prédisent en ce moment une accélération du progrès technique. Un article récent The Economist suggérait qu'on était là à l'aube d'une période d'innovation sans précédent. J'y reviendrai un peu plus tard. Et puis, on doit quand même se poser la question, encore une fois, c'est une perspective pour l'avenir. Est-ce qu'il n'y aura pas une certaine fatigue dans le sens dans l'intervention des gouvernements dans l'économie et quelle énergie, quelles ressources vont demeurer, vont être encore présentes quand les gouvernements post-pandémie auront envie ou voudront s'attabler à d'autres priorités, notamment la lutte au changement climatique. Parfait. Donc d'abord, un peu de données, si vous me permettez. Les effets macroéconomiques du choc COVID. Ils sont, comme j'ai mentionné, sans précédent sur la production, on va le voir dans une seconde, sur l'emploi, on va le voir également dans quelques minutes. C'est intéressant également de mentionner que relativement à d'autres fluctuations économiques, on observe vraiment une hétérogénéité très forte à travers, encore une fois, certains secteurs où ça va bien, ça va relativement bien, ça va très bien, ou d'autres secteurs, vous vous en douterez, desquels ça va vraiment mal, ou en tout cas, ça a vraiment mal été. Et la même chose pour certains groupes de travailleurs qui ont écopé de manière plus importante que d'autres. En même temps, c'est ça qui est un peu pas le paradoxe, mais l'intéressant de ce choc-là. On a des réponses transitoires, modestes et même positives pour certaines autres variables macroéconomiques, notamment donc tout ce qu'on appelle l'ensemble des prix. Alors, par exemple, suite à la pandémie, on a observé des fluctuations transitoires dans l'inflation qui ne semblent pas vouloir être modifiées de manière importante. Le taux de change, qui est très important pour le Canada, puisqu'on dépend beaucoup des exportations, notamment avec les États-Unis. L'évolution du taux de change m'apparaît relativement modeste depuis le début de la pandémie. En fait, le taux de change est en ce moment à une position relativement bonne compte tenu de son historique. Vous avez sûrement entendu que le prix des titres boursiers, donc la bourse finalement, ça va non seulement très bien, ça va extrêmement bien. Les produits de base, les choses qui sont importantes, le prix des produits de base, c'est des choses qui sont importantes pour le Canada qui demeure un exportateur important donc de produits de base, miniers ou non miniers. Ça aussi, ça va très bien, fort probablement parce qu'il y a une reprise qui s'est amorcée dans le reste du monde. Et encore une fois, comme j'ai mentionné, dans le marché de l'immobilier, on est presque à un moment, en fait, je dirais qu'on est à un moment où les décideurs publics, les décideurs politiques vont en fait mettre un certain nombre de mesures en place pour restreindre l'activité plutôt que la stimuler. Le revenu disponible, encore une fois, c'est une drôle de période. Ça a mal été, mais le revenu disponible des Canadiens, c'est certainement maintenu. L'épargne, c'est non seulement maintenu, est à la hausse. Et puis l'incertitude, on verra certaines mesures de l'incertitude, qui a été très exacerbée. La confiance des entreprises, des ménages, qui étaient à la baisse au plus fort de la pandémie, sont maintenant, je dirais, parfaitement ou totalement rétablies, notamment pour les gens qui suivent ce genre de choses-là. Une des enquêtes de la Banque du Canada à propos de la confiance nous disait tout récemment que finalement, la confiance est non seulement rétablie, mais est très positive en ce moment. Et donc, dans ce contexte-là, encore une fois, c'est intéressant. On est dans un monde où présentement, le 13 avril, du point de vue de la pandémie, ça va relativement mal. Alors que dans l'ensemble, sur un horizon de quelques mois ou de quelques trimestres, je pense qu'on a un grand optimisme à propos du futur.
Peut-être que c'est simplement une réaction psychologique, mais c'est certainement l'état de fait. Je vais vous voir, donc, je parle d'un choc historique ici. Alors, un choc historique, bien sûr, on aime ça regarder ça sur un graphique. Quand on regarde l'évolution du PIB réel, j'ai oublié ce mot real-là, donc le PIB réel, donc la mesure de l'activité économique agrégée du Canada sur une très longue période, donc 1960 à 2020, donc essentiellement l'essentiel de la période moderne. On a donc les années ici dans l'axe des X et ce n'est pas important le niveau ici. Donc, certainement, les années ici, c'est intéressant à regarder. Vous voyez donc cette croissance, donc une tendance à la hausse qui perdure depuis 1960. Et vous voyez par les récessions dont on parle souvent, la récession de la grande crise financière mondiale 2008-2009, regardez, elle est ici. La récession de 1990 ou de 1982, pour ceux et celles parmi vous qui s'en rappellent ou qui étaient là, m'apparaissent relativement faibles. Même la grande crise de 2008-2009 apparaît relativement faible comparée à cette baisse très prononcée qui est survenue suite au début de la pandémie en mars-avril 2020. Quelque chose qui va être également intéressant de voir. Vous voyez que la reprise, c'est difficile de regarder, de voir ici, mais la reprise semble s'amorcer de manière très rapide et très rapide, oui. Ce qui est peut-être un signe ou la raison pour laquelle je parlais de cet optimisme-là en entrée de jeu. Il y a d'autres manières de regarder le PIB, encore une fois, pour apprécier à quel point le choc était historique. Sur ce graphique-là, j'ai mis l'évolution du PIB 2008 ici en vert, la dernière grande récession, encore une fois, la crise financière mondiale, la crise hypothécaire, vous vous rappelez de tout ça en 2008-2009. Ça, c'est l'évolution du PIB 1, 2, 3, 4 jusqu'à 11 mois après le choc initial. Et voici ce qu'on avait en 2008. Je pense que c'est assez clair de voir que ce qui s'est passé en 2020, donc 2 mois, 3 mois, 4 mois après le choc de février 2020, c'est vraiment sans commune mesure avec ce qui auparavant nous apparaissait comme une récession épouvantable, une récession très forte en 2008-2009. C'est également intéressant de mentionner la chose suivante, de regarder l'évolution toute récente. Encore une fois, peut-être un signe de l'optimisme. On est rendu à un point où, relativement à 2008, on a regagné du terrain relativement à notre point de départ, regagné du terrain beaucoup plus rapidement que ce qui s'est passé lors de la dernière grande récession. Donc, ce que ça semble suggérer, c'est un choc qui est d'une amplitude vraiment sans précédent, mais qui peut-être, à tout le moins on l'espère, va avoir une persistance relativement faible euh, dans les mois à venir. Encore une fois, c'était beaucoup de graphiques, mais simplement pour vous montrer à quel point le choc est sans précédent. J'ai graphé ici le taux de croissance. Donc, c'est une autre mesure de l'évolution du cycle économique. Ce n'est pas important de voir les chiffres, mais ça, c'était si on avait fait ce graphique-là à la fin de 2019. Encore une fois, on a le taux de croissance de l'économie ici, on a les années ici, et ce que vous voyez, bien, la récession de 2008, elle est quelque part ici, la récession de 90, elle est ici, la récession de 82 est ici. Si vous faites une photo de l'évolution qu'on avait en 2019, si vous étudiez les cycles économiques fin 2019, voici le portrait qui se montre à vous. Et ensuite, quand on rajoute la période de pandémie, vous voyez à quel point le changement ici, la baisse, donc la baisse très prononcée du PIB, fait apparaître les fluctuations précédentes, les fluctuations 2008, les fluctuations 90, comme finalement de petits soubresauts et pas vraiment une grosse récession. Donc, encore une fois, un choc d'une amplitude qui, je pense, est sans précédent dans l'époque moderne, mais qui semble vouloir revenir à son niveau habituel, encore une fois, jusqu'à
en ce qui a trait aux données que l'on a présentement. Donc, semble vouloir revenir au début à sa performance habituelle relativement rapidement. Maintenant, ce n'est pas vrai que tout le monde a été affecté de la même manière. Il y a certains secteurs qui semblent avoir eu une évolution qui ressemble beaucoup à l'évolution agrégée. Alors, on parle par exemple du secteur de la construction, du secteur de la fabrication. Si je regarde ces deux choses-là, ça me semble relativement similaire à ce qui s'est passé pour l'ensemble des secteurs. Donc, j'ai repris l'ensemble, tout secteur ici en bleu, et j'ai ajouté construction, j'ai ajouté fabrication. Vous voyez que des petites différences au plus creux de la pandémie. Donc, on parle ici, encore une fois, zéro, c'est février 2020 pour ce qui nous intéresse. Et donc, on parle ici de mars, d'avril, de mai, etc. Mais rendu à l'automne, l'hiver, les dernières données disponibles, c'est difficile de voir que construction, fabrication ont été affectés de manière importante. Il y a d'autres secteurs dans l'économie que la construction et les fabrications. Vous voyez, par exemple, c'est un exemple, il y en a plusieurs, bien sûr, l'exemple du secteur finance et assurance. Une crise, quelle crise? J'écris ça pourquoi? Parce que si j'ajoute l'évolution de ce secteur-là, finance et assurance, et je regarde donc l'évolution de ce secteur-là qui est en jaune ici, c'est bien difficile de voir à quel point ou où est-ce qu'il y a eu crise suite à la pandémie, alors que tout secteur, construction et fabrication, on voit bien le choc de la pandémie. Ce n'est pas totalement surprenant, c'est également le cas que dans d'autres récessions, il y a eu des secteurs qui ont été plus affectés que d'autres, mais cette hétérogénéité-là, elle est vraiment particulière à ce qui s'est passé euh, dans, cette, dans notre épisode, dans l'épisode courant. Maintenant, vous vous en douterez, des secteurs comme hébergement, restauration, ce sont des secteurs où là, vraiment, la pandémie a joué un rôle extraordinairement important. Alors, vous voyez art, spectacle et loisirs en bleu, en vert, hébergement et restauration. On a des chutes vraiment extraordinaire, si bien que la production ou le niveau d'activité, finalement, au plus fort de la pandémie, était à peine 30 à 40 de son niveau habituel. Et même 11 mois après le début de la pandémie, ces deux secteurs-là, en sans doute, bien sûr, continuent d'être, je pense, le mot n'est pas assez, le mot est choisi et est correct, ils continuent d'être dévastés. Donc, il y a cette grande hétérogénéité-là, une grande hétérogénéité qui amène bien sûr des effets hétérogènes sur les gens, les entreprises qui interagissent ou qui œuvrent dans ces secteurs. On peut également évaluer l'effet macroéconomique de la pandémie à l'aune du marché de l'emploi. Ce ne sera pas vraiment très différent de ce que c'était pour le PIB. Alors, regardez par exemple l'évolution du nombre d'emplois. C'est une des mesures possibles. Ça, c'est pour le Canada, en millions d'emplois. Encore une fois, le niveau n'est pas important. Vous verrez donc que 2008, oui, il y a une baisse des emplois. 90, 92, oui, il y a une baisse de l'emploi. Mais regardez ce qui se passe ici en 2020. Il y a vraiment une chute brutale, mais encore une fois brutale, qui ne semble pas être très persistante. Les dernières données concernant l'emploi, les dernières données datent de mars, donc c'est tout chaud, c'est tout récent, ça date de vendredi passé, semble nous indiquer qu'on est sur la bonne voie. Et donc, peut-être cette crise-là, tout le moins ses impacts macroéconomiques seront transitoires. Encore une fois, c'est intéressant de regarder ce qui se passe avec 2008-2009. Le même genre d'analyse survient. On a donc une récession ou une diminution du nombre d'emplois. Là, je suis mois après le choc. J'ai un nombre d'emplois en fraction du niveau pré-choc. Et en 2020, donc mars, avril, mai 2020, on a une perte, une baisse tellement importante qu'on a une perte de
3 millions d'emplois, grosso modo. Ça, c'est pour l'agrégat canadien, alors que la perte ici était relativement petite pendant la grande récession de 2008-2009. On est rendu à un point où c'est encore une fois intéressant. Oui, il manque encore 300 000 emplois pour revenir au niveau pré-pandémie, mais on semble être revenu à un point où, relativement à ce qui s'est passé en 2008-2009, on a récupéré plus ou on a récupéré plus rapidement. Ces effets sur le marché de l'emploi, ils demeurent également hétérogènes. J'ai parlé beaucoup d'hétérogénéité. Il y a eu des effets plus prononcés, c'est relativement modeste, mais quand même plus prononcés sur les femmes. Si je fais ce même graphique-là, mais je sépare entre tous les emplois dans l'économie ou bien les emplois qui sont occupés par des hommes, des emplois qui sont occupés par les femmes. Vous voyez que la chute a été plus brutale pour cette catégorie d'employés E, alors que pour les hommes, ça a été relativement moins sévère. Cela dit, on est rendu à un point ici où les différences, oui, si elles subsistent, mais elles sont relativement faibles maintenant. C'est intéressant de regarder ce qui s'est passé pour les 15 à 24 ans. Vous vous en douterez où travaillent les 15 à 24 ans souvent dans des secteurs qui ont été affectés. Oui, alors pour les 15 à 24 ans, on a vraiment une diminution des emplois qui est très, très, très forte au pire de la pandémie. Et on a tout récemment, encore une fois, les données de mars nous disent qu'on a un rattrapage qui est en train de s'effectuer qui semble être relativement rapide. Pour les gens qui sont intéressés plutôt à ce qui s'est passé au Québec, encore une fois, ces données-là, on peut les découper de plusieurs manières. Je ne vais peut-être pas toutes les présenter, mais par exemple, pour ce qui est du Québec, on a quelque chose de très similaire. C'est intéressant également de mentionner qu'on a ici pour le Canada, pour le Québec plutôt, on n'a pas récupéré tout le terrain perdu relativement à 2008-2009. Il faut savoir que la récession de 2008-2009 avait été relativement modeste pour ce qui est de l'espace économique du Québec relativement à l'espace canadien. Et donc, ce n'est pas surprenant que la COVID semble pire, entre guillemets, ici pour le Québec. On a encore, si on calcule relativement à février 2020, donc pré-COVID, quelque chose comme 250 000 emplois qui seraient toujours manquants. Il y a plusieurs. Vous vous douterez bien sûr que les effets ont été plus prononcés dans le secteur privé relativement au secteur public. Vous voyez le nombre d'emplois dans le secteur privé ici a vraiment chuté énormément, mais il est en train de remonter. Le nombre d'emplois dans le secteur public, en fait, est à un niveau très élevé, plus élevé maintenant qu'il ne l'était en février 2020. Et les nombres d'emplois chez les travailleurs autonomes est en train de remonter. Donc, les dernières données concernant les emplois, donc le secteur de l'emploi, semblent indiquer qu'on est dans la voie du retour. Je vais passer là-dessus, mais vous douterez également que les effets vont être très sévères pour certains secteurs, les mêmes secteurs que j'ai mentionnés il y a quelques secondes, et très bénins, même à la limite positifs pour d'autres secteurs. Parfait. Donc, je regarde la production, ça a vraiment très mal été, particulièrement pour certains secteurs, mais ça semble vouloir, on l'espère à tout le moins, remonter rapidement. L'emploi, ça a beaucoup chuté pour plusieurs secteurs. Ça semble vouloir remonter. En tout cas, on l'espère certainement dans les données de mars 2021. Maintenant, l'inflation, donc l'inflation, le taux d'inflation, on pourrait s'attendre à ce qu'il se passe beaucoup de choses pendant la pandémie. En fait, il y a eu une légère baisse au plus fort de la pandémie, mais vraiment, c'est difficile de s'énerver, entre guillemets, à propos de l'inflation. Vous voyez le taux d'inflation ici depuis 2006. 2006 à 2021. On a la récession ici de 2008-2009 qui avait été caractérisée par une petite baisse du taux d'inflation, donc l'accroissement dans le niveau des prix. Cette petite baisse-là semble similaire à 2020, alors que nos comparaisons précédentes, production et emploi, me disaient, wow, 2020-2021, c'est une amplitude beaucoup plus forte que ce qui a été vu
en 2008-2009. Ici, en fait, c'est difficile de voir ce qui se passe de différent en 2008-2009. Non seulement ça, mais si je regarde un contexte de long terme, dans une perspective historique qui remonte à beaucoup, beaucoup d'années, j'ai le taux d'inflation ici sur une très longue période, donc dans les 60 dernières années. Et vous voyez que les petites fluctuations récentes ici, si vous ne m'aviez pas dit qu'il y avait COVID, j'aurais à peine vu qu'il s'était passé quelque chose. Maintenant, c'est pour le moment, il faut en mentionner que certains observateurs en ce moment prédisent, ou à tout moins se risquent à prédire un rebond, une accélération à venir, à quel point c'est une inquiétude importante. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller lire ces manchettes-là. Ça vient d'un peu partout. Est-ce que ça va faire un grand retour? Est-ce que je devrais m'inquiéter? Selon cette manchette-là, oui, l'inflation est un grand risque pour 2021. Oui, pour 2021. L'avenir le dira, mais la plupart des gens, si vous allez lire ces articles-là, la plupart des gens considèrent que le risque que l'inflation s'affole et s'accélère sont bas. Donc, pas grand-chose à rapporter du point de vue de l'inflation. L'échange, le marché d'échange, le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, c'est important. C'est important parce que le Canada est un grand exportateur. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde le taux de change, donc le nombre de dollars américains que l'on peut acheter pour un dollar canadien? Depuis janvier 2019, bien là, c'est clair, il y a eu une dépréciation au plus fort de la crise. On parle de mars, on parle d'avril 2020, donc une dépréciation importante. Ça nous a inquiétés, mais depuis ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Non seulement un retour à la normale, mais en fait, ça semble aller très bien et les données d'aujourd'hui nous indiquent qu'on est presque à 80 sous. Donc, un niveau qui est somme toute fort relativement à ce qu'il a été dans les 2 dernières années. Non seulement ça, mais si je regarde l'évolution du taux de change, encore une fois, dans une perspective de long terme, historique, qu'est-ce que je revois? Je vois que finalement, encore une fois, c'est un peu la même chose que pour l'inflation, le taux de change du dollar canadien pour le dollar américain, ça bouge beaucoup. Ça a bougé, c'était à 1 en 1970, ça a beaucoup baissé, ça a remonté, ça a beaucoup baissé, ça a remonté, etc., etc. Les fluctuations récentes qui sont ici m'apparaissent encore une fois relativement modestes. Donc, inflation, taux de change, oui, il y a eu un effet COVID, mais il semble modeste et finalement, en ce moment, il ne semble pas se passer grand-chose d'inquiétant. Donc, ça, c'est pour les marchés d'échange. Les marchés boursiers, vous le saurez. Oui, en mars, en avril, il y a eu des craintes. Oui, les gens s'inquiétaient, mais quand je regarde l'indice boursier, encore une fois sur une très longue période, comme vous le savez, la bourse, ça bouge. Ça bouge tellement qu'il y a beaucoup de fluctuations. Et par exemple, si je regarde la bulle techno de 2008, ou l'éclatement plutôt, l'éclatement de la bulle techno, ce qu'on a appelé la bulle techno autour de 2001, ça semble être vraiment une très grosse baisse des marchés boursiers. Si je regarde la crise financière globale de 2008-2009, ça semble avoir été une grosse crise. Et puis là, je reviens ici à la crise COVID et je me dis, ah ben finalement, dans une perspective de long terme, il me semble qu'il ne s'est pas passé grand-chose. C'est peut-être une exagération, mais ça semble être relativement modeste comme choc. Une autre chose qui est importante pour le Canada, les produits de base. Les produits de base, on parle non seulement du pétrole, le Canada est un exportateur important de pétrole, mais tous les autres produits de base, les métaux, même les produits végétaux, les produits animaux, si on met tout ça ensemble, on voit effectivement une petite baisse ici pendant au plus fort de la crise, mais vous voyez que depuis ce temps-là, tout est au beau fixe, entre guillemets, ou à tout le moins le prix des matières que le Canada exporte semble être positif. Et encore une fois, dans une perspective de long terme, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose qui me... Oui, d'accord, je vois le choc COVID, mais si je compare ça à d'autres épisodes historiques, encore une fois, la crise de 2008-2009, ou ici ce qui s'est passé en 2014 lorsque le prix du pétrole a vraiment chuté brutalement, je me dis que finalement, le choc COVID m'apparaît relativement modeste. Marché de l'immobilier, vous le savez, c'est partout dans les médias en ce moment.
Oui, d'accord. Marché immobilier, la crise, je n'en vois pas de crise. On avait eu une petite baisse ici en 2008-2009. En fait, le marché de l'immobilier au Canada avait été largement épargné par la crise de 2008-2009, alors qu'ici, on a en fait une accélération des prix en 2020-2021. Vous voyez ça dans les nouvelles en ce moment partout. Et donc, finalement, en ce moment, encore une fois, l'immobilier, c'est plutôt un secteur où on voudrait freiner, où on pense à tout le moins qu'il sera peut-être nécessaire de freiner l'activité parce que ça va, entre guillemets, trop bien. Je vais également passer là-dessus, mais l'activité réelle, non pas seulement les prix, mais l'activité réelle, telle que mesurée par exemple, la mise en chantier, ça va également très bien, alors que dans d'autres épisodes historiques, ça n'allait pas très bien. Il y a beaucoup d'autres graphiques que je peux vous présenter, mais le revenu disponible agrégé, donc l'ensemble des données ou des revenus dont disposent les Canadiens, bien sûr, il y a des effets hétérogènes, c'est beaucoup plus élevé que ce ne l'était en fin 2019 et ce n'est pas étonnant, le taux d'épargne a atteint des sommets inégalés depuis, dans une perspective historique. Regardez le taux d'épargne ici. C'est encore une fois pas très surprenant. Il y a beaucoup de liquidités qui ont été offertes sur les marchés et du point de vue de la consommation, il y avait des possibilités de consommation qui étaient relativement réduites. L'incertitude, c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup. Il y a eu une hausse importante de l'incertitude financière, de l'incertitude politique, macroéconomique très élevée. Depuis, on voit encore une fois un retour à la normale. Des tensions commerciales sont à la baisse. Brexit, c'est terminé, ou en tout cas, c'est réglé. Peut-être pas parfaitement, mais c'est réglé. Et donc, dans ce contexte-là, l'incertitude semble également avoir baissé. Alors, un impact macroéconomique important, oui, mais différencié dépendamment des secteurs et des variables que l'on observe. Il y a eu un soutien des gouvernements qui est très, très, très important. C'est difficile de chiffrer exactement combien d'argent a été dépensé par le gouvernement. On rappelle que le gouvernement fédéral n'a pas déposé de budget depuis mars 2019. Oui, et donc, il y a encore une certaine incertitude. On va avoir un budget bientôt, mais bon, les dollars ici, ce sont des milliards de dollars. Donc, là, on a entendu parler de la subvention salariale aux entreprises, 80 milliards, le PCU et ses successeurs, parce que le programme a changé, aux travailleurs, des prêts d'urgence, etc., etc. Si on essaye, c'est pas si facile que ça, de faire la somme de l'effort financier agrégé, on parle de 200, 300 milliards et on annonce un budget qui va, en tout cas, annoncer, ce n'est pas fait encore, qui est censé amener une autre série de dépenses sous l'aune d'un plan de relance additionnel. Et donc, en conséquence, voici ce qui s'est passé pour le solde budgétaire du gouvernement fédéral du Canada. Donc, on prévoyait des déficits, on parle ici de décembre 2019. On se disait, le déficit 2019-2020, on rappelle que les années fiscales des gouvernements, ça s'arrête en mars, fin mars. Et donc, pour fin mars 2020, on pensait avoir un déficit de 25 milliards et un autre 25 milliards pour l'année 2020 jusqu'à 2021, donc l'année fiscale qui vient de se terminer. Ça représente à peu près 1 du PIB, alors que maintenant, c'est totalement différent. Non seulement on a eu le temps de creuser le déficit à 40, même pour 2020, encore une fois, je répète, ça se terminait le 31 mars 2020. On parle ensuite de 2020-2021, un déficit on va mettre un chiffre rond, 400 milliards de dollars. On est à 20 de l'ensemble du PIB, donc de l'ensemble de la taille totale de l'économie canadienne. Et ensuite, 2021 et plus loin, écoutez, le budget va sortir, mais c'est certain qu'il n'y aura pas de retour à l'équilibre. Et donc, résultat des courses, si on a de gros déficits, c'est certain que la dette fédérale prévue va augmenter. Donc, la dette fédérale a été prévue à 713, 741, etc. On est maintenant à un moment où on a un petit peu augmenté ici, mais le gros coup va être 2020-2021. On va se rendre à 1100 milliards de dollars. On est à peu près 50 du PIB. Donc, c'est vraiment très important. Encore une fois, il n'y a aucune baisse à l'horizon avec les budgets
qui suivront. Le gouvernement provincial a également fait des efforts importants. C'est d'une amplitude plus faible en raison de la nature des deux types de gouvernements. Mais encore une fois, on est passé d'une situation où on attendait un surplus. On a plutôt eu un déficit de moins 15 milliards. Et ensuite, dans le budget du gouvernement du Québec, qui a été récemment publié, on a part d'un retour ici, je l'ai mis en rouge, éventuel à un équilibre en 2027-2028. Bien sûr, l'avenir le dira. Et donc, résultat des courses, c'est aussi bien sûr la dette du gouvernement du Québec va certainement augmenter. Maintenant, est-ce que ça a un impact sur les coûts de financement de son administration? Bien, en fait, pas tant que ça. Les taux de rendement exigés sur les obligations fédérales, en fait, ont été à la baisse pendant la pandémie. Ils ont remonté depuis, mais ils ont été à la baisse pendant la pandémie. Alors, regardez ce qui se passe ici. Le taux de rendement, donc ce que doit payer le gouvernement fédéral pour se financer auprès des marchés financiers, donc, est à la baisse, une chute relativement brutale pendant la première vague. Et ensuite, vous voyez ici, ça, c'est le moment où on s'inquiétait des remontées des taux. Donc, oui, effectivement, les taux ont remonté dans les 2 derniers mois, mais ils sont encore, et là, c'est important, sont encore, si je regarde ça et si j'adopte encore une fois une perspective de long terme, du taux de rendement des obligations, donc ce que doit payer le gouvernement fédéral pour se financer. Les fluctuations récentes, elles sont là, mais dans l'ensemble des choses, si je regarde ça depuis 1960, c'est vraiment pas quelque chose qui nous énerve. Encore une fois, il y a beaucoup de discussions en ce moment à savoir est-ce que ça va décoller, est-ce que ça ne décollera pas. Beaucoup d'observateurs disent qu'ils ont de la difficulté à voir comment ça va repartir à la hausse. Donc, j'ai simplement mentionné un des économistes qui parle. Vous pourrez aller voir le lien si ça vous intéresse. Je mets ça parce que c'est un professeur de Chicago qui n'ont pas généralement l'habitude de dire qu'on devrait se financer, on devrait avoir des déficits, alors que lui pense que les taux d'intérêt qui sont très bas vont être là pour rester. Alors, les interventions de la Banque centrale, certainement, ça a aidé. Rappelez-vous 2008-2009, pour ceux qui étaient là, on parlait d'assouplissement quantitatif. Assouplissement quantitatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, la Banque centrale, ici, on parle de 2008, 2009, 2010, la Banque centrale avait acheté des actifs pour soutenir les marchés financiers. Et donc, ça avait causé beaucoup d'émoi parce que c'était à l'époque quelque chose qui était nouveau et qui était donc inquiétant. Quand on regarde ça maintenant avec ce qui s'est passé tout récemment, encore une fois, regardez, c'est un choc sans précédent. L'assouplissement quantitatif de 2008-2009, on a la difficulté à l'avoir, une chance que j'ai mes lunettes, alors que la réaction à la COVID ici, c'est vraiment une augmentation de l'activité de la Banque du Canada pour soutenir non seulement les marchés financiers, mais pour soutenir l'endettement du gouvernement fédéral. Qui est vraiment sans précédent. Et effectivement, la Banque centrale du Canada, la Banque du Canada, a acheté beaucoup de cette nouvelle dette-là du gouvernement fédéral. Simplement, je veux mettre ce dernier graphique-là pour dire que, en fait, si vous êtes intéressé, certaines de ces interventions-là sont surtout des interventions d'urgence. Et ces interventions-là sont en repli depuis 2, 3 mois, alors que les achats d'obligations, donc l'aide que apporte la Banque centrale au gouvernement fédéral pour se financer, elle continue d'être en progression. Parfait. Alors, finalement, en résumé, oui, des effets très importants sur le marché du travail et la production, un impact sectoriel qui est vraiment hétérogène, ça va bien quelque part, ça va moins bien à d'autres endroits. Certains rééquilibrages de certains pans de l'économie étaient en train de se faire, notamment dans le marché de l'immobilier, qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Des effets sur les prix, taux de change, taux d'intérêt qui finalement semblent relativement modestes, mais au prix d'augmentation très importante des dépenses, des déficits, de la dette des administrations publiques. Donc, voici en quelques minutes ce qui s'est passé. Les effets macroéconomiques du choc COVID sur l'économie de manière générale et également sur la santé financière du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada. Maintenant,
Je vais peut-être vous partager certaines perspectives pour l'avenir proche. L'économie mondiale est en train de se rétablir. Le prix des produits de base, comme on l'a vu, est à la hausse. Il y a un important programme de relance et d'autres qui s'en viennent aux États-Unis. Vaccination mondiale, c'est relativement positif. Les déficits et les dettes sont à des niveaux gérables en ce moment. Il n'y a personne qui pose la question au gouvernement fédéral ou qui dit au gouvernement fédéral, s'il vous plaît, rétablissez rapidement l'équilibre budgétaire. Le FMI dit continuer à soutenir. La Banque du Canada dit qu'on va continuer d'acheter de la dette. Le budget fédéral va fort probablement aller de l'avant avec certaines priorités. Et donc, finalement, ça va relativement bien ou les perspectives m'apparaissent relativement positives. Maintenant, on peut aller un peu plus loin et se poser la question, oui, mais quand même, on a injecté une quantité vraiment impressionnante de liquidités. Oui, l'inflation à la hausse, ce serait possible et ça amènerait par ricochet potentiellement une hausse des taux d'intérêt et donc une augmentation des coûts de financement des gouvernements et donc une détérioration plus importante des soldes budgétaires. Est-ce que les déficits et les niveaux actuels de la dette sont gérables? Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, demain, il y avait une autre crise? C'est bien beau de dire on a survécu à celle-ci, mais qu'est-ce qui se passe si quelque chose d'autre nous tombe sur la tête demain? On sera dans un niveau initial beaucoup moins une santé financière initiale beaucoup moins favorable. Puis ensuite, il faut rappeler que certaines administrations locales, c'est beau de dire le gouvernement canadien peut s'endetter autant qu'il veut. Il y a certaines administrations locales, on pense par exemple aux provinces, mais également à certains États américains qui n'ont pas une forte capacité à s'endetter. Le gouvernement provincial de Terre-Neuve, par exemple, était dans les nouvelles récemment en disant, moi j'ai des besoins santé, éducation, et puis je ne suis plus capable de m'endetter. C'est très difficile pour moi de m'endetter sur le marché. Qu'est-ce que je fais? Puis finalement, on peut se poser la question, après tout ça, quand on va avoir sorti de ça, est-ce que les gouvernements vont encore avoir de l'énergie et des ressources pour s'attaquer à d'autres défis? Je mets en changement climatique ici parmi certains. Maintenant, il faut rester optimiste. Encore une fois, The Economist nous dit qu'on est à l'aube, potentiellement bien sûr, d'une accélération de la croissance. Il voit plein de choses très positives, vaccins, intelligence artificielle en santé, énergie renouvelable, tout va très, 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 très bien. Le commerce de détail, on pense, va se réinventer. Moins de magasins, mais une flexibilité accrue. On ira chez Zara pour en voir le cœur net quand c'est possible, simplement parce que Zara est un bon baromètre de ce qui se passe. Et donc, finalement, on est au sortir d'une crise sans précédent et pourtant, c'est un paradoxe peut-être, je sens beaucoup d'optimisme à propos du futur proche, mais également à propos du futur un peu plus lointain. Je vais m'arrêter là-dessus donc. Alors, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Alors, j'invite les participants et les participantes à inscrire leurs questions dans la section questions-réponses et non pas le chat. Alors, je vois déjà des questions arriver, notamment celle-ci. Au sortir de la pandémie, que restera-t-il des autres priorités des gouvernements, notamment les changements climatiques et autres? Donc, ça va dépendre. Mon impression, c'est que, encore une fois, ça dépend de la capacité des gouvernements à continuer, pas le combat, mais à continuer à travailler s'ils le désirent sur certains dossiers. On a vu, par exemple, le budget du gouvernement du Québec qui vient d'être publié, qui était relativement modeste si on comparait à certaines espérances ou à certaines anticipations à propos de plusieurs trains de mesures que l'on aurait aimé voir. Et donc, un gouvernement qui est plus petit, entre guillemets, plus local, qui n'a pas la possibilité de s'endetter auprès des marchés internationaux, peut-être effectivement, il y a de l'énergie et les ressources surtout seront à la baisse. L'exemple, encore une fois, plus extrême, c'est le gouvernement de Terre-Neuve qui, lui, semble avoir les mains un peu plus liées. Pour un gouvernement comme le gouvernement fédéral canadien, qui a la possibilité plus forte de s'endetter ou même de demander à la Banque du Canada de le financer, possiblement qu'il reste encore de l'énergie et des ressources, mais le budget qui est censé, le budget donc du gouvernement fédéral que l'on attend, en dira un peu plus à ce sujet. Merci beaucoup. Une seconde question. Est-ce que la Banque centrale est bien outillée pour gérer une reprise économique hétérogène? C'est intéressant parce que on est dans je pense qu'il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer. On est à la fin d'un cycle de longue durée
où la Banque centrale avait comme mandat premier et unique de s'occuper de choses agrégées, agrégées entre guillemets comme l'inflation, mais l'inflation, c'est le taux d'inflation agrégé au Canada, l'activité économique au Canada, et donc elle avait de la difficulté à voir, entre guillemets, et donc à réagir l'hétérogénéité. On est dans un monde en ce moment où les banques centrales sont de plus en plus intéressées. Je ne sais pas si ça va perdurer par d'autres choses que l'inflation à la limite, d'autres choses que l'activité économique. On parle beaucoup, par exemple, de l'effet des actions des banques centrales quant au changement climatique. Et donc, ma réponse à cette question-là serait traditionnellement non. Les banques centrales n'ont pas été très intéressées par tout ce qui est hétérogénéité, à moins que ça ait un effet direct sur l'agrégé, mais c'est possiblement en train de changer. Merci de la précision. Une autre question. Ce matin, l'inflation sur un an aux États-Unis est passée en un mois de 1,7 à 2,6 Selon vous, est-ce le signe d'une reprise de l'inflation ou d'un ajustement des prix temporaire? Si je le savais, non, je vais dire, non, donc, il y a un aspect un peu mécanique dans tout ça d'abord. Il faut savoir que le prix de l'inflation est calculé sur un horizon de 12 mois. Donc, on compare les prix en février, par exemple, comparé à ce qu'ils étaient en février 2020, et on compare les prix en mars 2021 relativement à ce qu'ils étaient en mars 2020. Et donc, dans ce contexte-là, s'il y a eu quelque chose de très, très important qui s'est passé en mars 2020, bien ensuite, un peu mécaniquement, quand les données sortent en 2021, il y a un aspect un peu mécanique selon lequel on va avoir une augmentation de l'inflation. Maintenant, c'est intéressant, c'est un débat en cours. Encore une fois, j'ai commencé à dire, si je le savais, je serais très content. Il y a plusieurs observateurs qui pensent qu'il va y avoir une accélération justement transitoire pour ces effets un peu mécaniques que je viens d'évoquer, mais que dans l'ensemble, on ne pense pas qu'il va y avoir cette accélération-là qui a donné lieu dans les années 60, dans les années 70, qui a mis en branle toute une série de mécanismes de réponse et à la limite d'idéologie politique et macroéconomique avec lesquels on est encore en train de vivre. Donc, la plupart des gens, des observateurs, pensent que ce sera temporaire, cette augmentation-là. On se reparlera en mars 2022 pour voir si ça a été le cas, mais je dirais que c'est 90% des gens qui pensent que ça va être temporaire et 10% des gens qui pensent qu'il y a un danger que ce soit plus que quelque chose d'autre. Alors, nous prenons bonne note de vous réinviter en mars 2022. Une Absolument. autre, une autre question. L'assouplissement quantitatif appliqué par la Banque du Canada actuellement peut-il occasionner une hausse de l'inflation au-delà de sa cible de 2 à la longue? Encore une fois, on penserait que oui. On penserait que oui. Et c'est intéressant de voir, de se rappeler qu'en 2008-2009, au sortir de la précédente, au précédent épisode d'assouplissement quantitatif, il y a beaucoup de gens qui, à l'époque, disaient exactement la même chose, à la fois au Canada et aux États-Unis, qui disaient que cet assouplissement quantitatif ne pourra qu'amener une accélération, un décrochage finalement de l'inflation et une accélération, une perte de contrôle de l'inflation. C'est intéressant parce que au sortir donc de 2008-2009, quand on est à Wall Street et on a ce genre de prévision-là, on parie beaucoup d'argent, des milliards et des milliards sur ce genre de prévision-là. On fait beaucoup d'argent si on a raison, on perd beaucoup d'argent si on a tort. Et en 2008-2009, il y a quelqu'un qui était considéré, je vous donnerai les détails si vous êtes intéressé, quelqu'un qui était considéré comme le gourou de l'analyse des marchés obligataires, qui avait dit, ça n'a pas de bon sens, je pense qu'on va avoir une accélération de l'inflation et à cause de ça, je mise beaucoup d'argent de mon fonds sur cette stratégie-là. Et or, ça a été la fin, entre guillemets, de cette personne-là. Le fonds a perdu énormément d'argent parce que cette inflation-là ne s'est pas matérialisée. Bien sûr, comme on l'a vu, ce qui s'est passé comme assouplissement quantitatif
depuis 12 mois, c'est très, très, très important. C'est un écart, une amplitude vraiment démesurée relativement à 2008-2009. Peut-être que cette personne-là aurait raison. Peut-être que si elle revenait sur le marché et était prête à parier 2, 3, 4 milliards de dollars de son argent et de l'argent de ses investisseurs, peut-être que cette fois-ci, elle a raison. Elle aurait raison, mais il faut faire attention parce que plusieurs personnes ont pensé ceci dans le passé et, en tout cas, dans ces cas-là, ça leur a coûté cher, entre guillemets. Toujours en lien avec cette question, est-ce que ce besoin de financement qui entraîne la hausse de la dette publique peut-il entraîner une hausse importante des taux d'intérêt à venir? Absolument. Donc, ce que la théorie nous dit, c'est que si le gouvernement demande et obtient du financement et encore du financement et en demande et en redemande encore, il vient un moment où les investisseurs qui devraient l'acheter ou même la Banque centrale qui se croit obligée ou se pense obligée de l'acheter vont commencer à y penser à deux fois. Pour ce qui est du gouvernement canadien, je ne pense pas qu'on soit là. Encore une fois, pour ce qui serait, par exemple, du gouvernement québécois, là, moi, je commencerais à m'inquiéter si j'étais au gouvernement québécois. Et encore une fois, l'exemple du gouvernement de Terre-Neuve, encore une fois, un gouvernement qui est petit, qui a des ressources financières plus limitées, lui, ce gouvernement-là, se trouve dans une situation où s'endetter plus, avoir plus de déficit, ce n'est plus possible maintenant. Et donc, il y a ce danger-là, certainement, qui est là. Si c'est le cas, on ne le voit pas dans les données encore une fois. Et donc, pour l'instant, je vais devoir dire que je ne pense pas que ça va être le cas. Très bien. Une autre question maintenant. Qu'est-ce qui empêcherait de vivre une deuxième crise immobilière comme en 2008? C'est la raison pour laquelle la question est intéressante. C'est la raison pour laquelle, justement, les pouvoirs publics en ce moment sont en train de s'énerver un peu ou de s'inquiéter, je pense. Ce n'est pas encore vraiment à un niveau exacerbé, mais on se pose la question. En ce moment, le prix des maisons, le prix de l'immobilier qui est en train de s'enflammer, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça devrait être freiné? Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça. Les taux d'intérêt, donc les coûts d'hypothèque, par exemple, sont trop très, très faibles. Comme on a vu, il y a eu beaucoup d'épargne. Il y a eu une augmentation du revenu disponible. Donc, c'est possiblement encore justifié. Il faut dire aussi que quand on regarde le prix de l'immobilier, je pense que c'est quand même fortement concentré sur les augmentations dont je parle dans le prix des maisons unifamiliales. Maintenant, il faudra regarder, par exemple, ce qui se passe au prix des condos ou de manière plus générale, au prix du logement. Je ne pense pas que le logement est en train le prix du logement de manière plus générale, notamment les locations, est en train d'exploser, même s'il y a eu quand même une augmentation. Mais donc, je pense que les pouvoirs publics sont en ce moment en train de s'inquiéter justement de cette chose-là, mais mon impression, c'est qu'il n'y aura pas de réaction très forte des pouvoirs publics, en tout cas dans l'état où on se trouve en ce moment. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons une idée de l'endettement COVID canadien relativement aux autres pays? C'est difficile de comparer clairement la situation des gouvernements. Il faut se rappeler, par exemple, que le gouvernement canadien, au Canada, les gouvernements provinciaux, par exemple le Québec, s'endettent aussi beaucoup. Et donc, il faut faire une genre de somme si on veut comparer ça, par exemple, à l'endettement en France, par exemple, ou aux États-Unis même, où les collectivités locales n'ont pas ce pouvoir-là d'endettement. Mais je pense que c'est assez clair de dire que initialement, début COVID, février 2020, le niveau d'endettement, certainement du gouvernement fédéral canadien, était relativement faible comparé à des comparables. Mais maintenant, si on ajoute à ça l'endettement du gouvernement québécois, on était certainement probablement dans le milieu du peloton et on va sortir au sortir de la pandémie. On va, je pense, être encore une fois dans le milieu du peloton. Intéressant.
Une autre question ici. Vous recevez des commentaires très élogieux pour votre présentation. Alors, une question Merci. ici. Quels sont les impacts de l'administration Biden sur les prix du pétrole canadien? Mon impression, d'une part, donc, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, il y a beaucoup d'argent qui est mis en jeu par le gouvernement fédéral. Il y a le plan de relance, entre guillemets, qui a été adapté était très élevé. Il y a un autre plan de dépenses d'infrastructure qui est maintenant sur les tables à dessin qui n'a pas encore été adapté. Et donc, dans ce contexte-là, c'est clairement le cas que ça va faire augmenter la demande pour tous les types d'activités économiques aux États-Unis. Et dans ce contexte-là, ça va faire augmenter la demande pour les produits pétroliers également. Maintenant, je pense que le marché pétrolier il est plus global et même de nos jours, les États-Unis ne sont pas aussi importants, assez importants plutôt pour vraiment être le premier générateur de mouvement dans ce marché-là. Peut-être que je me trompe et certains spécialistes, plus spécialistes que moi, pourront en parler mieux. Donc, dans ce contexte-là, je pense que l'activité économique qui reprend aux États-Unis, ça va soutenir les prix du pétrole, mais ce n'est pas ça qui va faire ou bien augmenter de manière très importante ou diminuer de manière très importante les prix mondiaux du pétrole. Je pourrais me tromper là-dessus. Et sur d'autres choses. Merci. On pourrait enchaîner avec 2 dernières questions. Alors, celle-ci, est-ce que nous devrions nous méfier d'une reprise rapide de l'économie? Je m'explique, considérant la production à la baisse de 2020, les entreprises ont licencié des travailleurs et elles ont ralenti leur approvisionnement. Est-ce que la capacité de produire sera maintenant au rendez-vous pour répondre à la demande qui risque d'être historiquement élevée après la pandémie? Mon impression là-dessus, c'est que le tissu industriel, à part peut-être dans les marchés de l'hébergement et de la restauration, le tissu industriel a été largement épargné par justement toutes les mesures gouvernementales qu'on a vues. Et donc, dans ce contexte-là, c'est comme si en mars ou en avril, on avait mis le tapis par-dessus, ou je ne sais pas, une bâche de plastique par-dessus la machine. Et puis ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est de rouvrir la machine et de faire revenir les travailleurs et les travailleuses. Et dans ce contexte-là, il me semble que, encore une fois, peut-être que d'autres pourraient avoir une opinion différente, il me semble que, à part peut-être, encore une fois, dans certains marchés comme le marché de la restauration, essentiellement, la machine est encore là, le tissu industriel est encore là, et donc on pourrait relativement facilement faire face à ce qui va se passer, une reprise rapide. Mais on verra ça encore une fois dans quelques mois. Peut-être que je m'avance trop. À suivre. Une dernière question maintenant. Les spéculations ont considérablement augmenté et beaucoup de personnes, surtout les jeunes, ont commencé à investir en bourse tout en les considérant comme étant des jeux de hasard. Est-ce dangereux pour l'économie? On parle particulièrement de l'affaire récente de GameStop. Ouais, l'affaire GameStop est super intéressante. Je ne pense pas que ce soit très dangereux pour l'économie, dans le sens où il y a toujours eu des gens qui aimaient, qui prenaient plaisir, entre guillemets, à acheter, à vendre en bourse. Et moi, ce que je dirais, si j'étais planificateur financier, je dirais, oui, c'est dangereux, mais c'est dangereux pour vous. En fait, c'est même à la limite, je dirais, si j'étais encore une fois planificateur financier, le mot est peut-être un peu trop fort, de l'inconscience d'investir dans ce genre de choses-là, parce qu'on est censé avoir une vision de long terme, les 20, les 30, les 40, les 50 dernières années, les prochaines années. Et c'est pas vrai que simplement si tout le monde se met à aimer un magasin de jeux vidéo qui, de ce que je comprends,
n'est pas en ligne et était relativement, en fait, n'avait pas de prospect futur très, très, très réjouissant. C'est pas vrai que dans 30, dans 20, dans 30, dans 40 années, cette entreprise-là va payer les dividendes qui vont justifier des évaluations très élevées. Et donc, dans ce contexte-là, je dirais à tout le monde qui investit dans ce genre de, de titres financiers-là, faites-le, mais faites-le vraiment à vos propres risques et voyez ça peut-être comme un jeu. Si vous avez un peu d'argent, bon, c'est amusant, on peut s'amuser avec ça, mais ce n'est pas une stratégie d'investissement pour le long terme. Peut-être que c'est moi qui est trop conservateur comme investisseur, mais ce serait mon conseil. Peut-être je vous laisse le mot de la fin pour conclure cette présentation. Très bien. Bien, je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents. Je vous rappelle que si vous aimez l'économie ou même si la présentation vous a donné le goût de l'économique, c'est encore possible de s'inscrire, venir se joindre à nous pour vous justement étudier et voir si toutes les conjectures que j'ai faites à propos du futur vont se réaliser. Si vous voulez analyser ce genre de choses-là, venez nous rejoindre en économique. C'est encore possible même pour l'automne 2021. Et sinon, je vous remercie tous et toutes de votre présence. Si jamais vous êtes intéressés, je suis sur le web. Envoyez-moi un courriel. Si vous voulez continuer la conversation à propos de n'importe quel des aspects économiques que j'ai mentionnés, ça me fera plaisir de converser avec vous.